c'est cette fête précieuse et unique au monde dont la féerie émerveille chaque année petits et grands. Le 25, c'est l'apothéose parce que moi, l'enfant, au pied du sapin, dans ma cheminée, dans les chaussettes ou dans mes chaussures, je vais avoir des beaux cadeaux de Noël. Ce soir, nous allons vous conter la véritable histoire de ce rendez-vous incontournable et qui recèle bien des secrets. On fête Noël le 25 décembre depuis le 4e siècle de notre ère. C'est vrai que ça a été inventé en France et que c'est une idée de génie. Quelle est la véritable histoire du Père Noël, ce personnage mythique entouré de tant de légendes? Le Père Noël, ce personnage sympathique, habillé de rouge avec cette barbe blanche qui nous apporte des cadeaux, est né il y a fort longtemps. C'est un peu le champion des miracles, on pourrait dire le Kylian Mbappé des miracles. Reines ou lutins, comment sont-ils devenus les inséparables compagnons du plus célèbre des hommes en rouge? Dans toutes les histoires d'enfants, dans tous les contes, on a toujours un gentil et un méchant. Dans la légende originelle islandaise, en fait, le lutin, c'est un véritable voyou. Noël, ce sont aussi des traditions ancestrales comme le sapin, la bûche ou la dinde, dont nous vous révélerons les origines surprenantes. Il y a plus de 2 millions de dindes qui sont consommées chaque année en France. Ces pauvres animaux, je ne suis pas sûr qu'ils célèbrent l'arrivée de Christophe Colomb le 12 octobre 1492 en Amérique. Merry Christmas! Ce soir, laissez-vous guider vers des contrées lointaines et découvrez des Noëls vraiment pas comme les autres. On a chaque année 4 millions de familles japonaises qui emmènent leur enfant pour réveillonner le 25 chez KFC. Noël, ce sont aussi ces mélodies enchantées qui ont bercé votre enfance, ou bien les tubes de Noël sur lesquels rivalisent les stars françaises et internationales. On se souvient de Justin Bieber qui avait fait un album de Noël. On a aussi Michael Bublé qui tous les ans cartonne sur les plateformes de streaming avec son album de Noël. Mais la reine incontestée, ça reste Mariah Carey. Découvrez la belle histoire de Noël, ses traditions, sa féerie et ses incroyables secrets. On est vraiment dans une histoire totalement magique, incroyable. Noël, c'est d'abord la belle histoire du réveillon. Le moment préféré des familles, lorsque les rues et les intérieurs des maisons se parent de 1000 couleurs et de sapins magnifiquement décorés. C'est aussi cette soirée magique durant laquelle, en attendant la venue du Père Noël, petits et grands se réunissent autour d'un véritable festin. Mais d'où vient le réveillon? Pourquoi les gens mettent-ils un sapin ou une crèche de Noël dans leur maison? Comment la dinde ou la délicieuse bûche de Noël se sont imposées ce soir-là comme les plats préférés servis aux gourmands? Voici comment a été inventé Noël et les secrets du réveillon. Est-ce le Père Noël lui-même qui a inventé Noël? Et pourquoi vient-il apporter des cadeaux durant la fameuse nuit du 25 décembre? La légende raconte qu'il y a fort longtemps, il en eut l'idée en découvrant qu'à cette période de l'année, les Romains eux-mêmes s'échangeaient des présents. De tout temps, les hommes, les différentes civilisations ont célébré le solstice d'hiver. On va célébrer l'entrée dans l'hiver. Les Romains célébraient, avec les Saturnales, en honneur du dieu Saturne, célébraient ce solstice d'hiver. On est autour du 21 décembre. À cette occasion, on se réunit et on fait un grand repas. Il est même coutume, et c'est assez rare pour être souligné, que les maîtres à Rome invitent leurs esclaves à table et on s'échange des menus cadeaux. On s'échange des petites pièces de monnaie, des fruits, des petits souvenirs. Ensuite, les Romains vont beaucoup modifier les calendriers. Très bien, on a donc un nouveau calendrier. Les Romains continuent à célébrer le solstice d'hiver, cette fois-ci le 25 décembre. Jour de fête depuis l'Antiquité, le 25 décembre avait de quoi séduire le Père Noël. Mais avant de distribuer les cadeaux cette nuit-là, il lui a fallu patienter un peu. Car le 25 décembre, un autre barbu très connu est lui aussi célébré. Il s'appelle Jésus et c'est en souvenir de sa naissance que Noël s'est appelé Noël.
Noël, c'est un terme qui vient probablement du latin natalis dies, qui signifie jour de naissance. Et un autre mystère, c'est qu'on ne sait pas s'il faut dire le Noël ou la Noël. Les deux versions existent en France. Après, avec le temps, c'est le masculin qui tend à l'emporter, même si on continue de dire la Noël dans l'Est de la France. On fête Noël le 25 décembre depuis le 4e siècle de notre ère. Mais avant, vous n'avez pas de fête de Noël. Quand l'Empire romain devient chrétien, la papauté va choisir de dire que Jésus est né le 25 décembre. Lorsque le pape Libère fixe la date du 25 décembre, c'est pour atténuer, bien sûr, la popularité des fêtes païennes et pour mettre en avant la célébration de la naissance de Jésus. C'est tout à fait arbitraire, c'est tout à fait subjectif. Il est fort probable que Jésus soit plutôt né au printemps, mais, comme disait Eddie Mitchell, le pape a dit. Et quand le pape a dit, le 25 décembre, Jésus est né. À partir de là, ça devient une fête chrétienne et le réveillon célèbre la nativité, la naissance de Jésus. On conserve cette idée de se donner des cadeaux, de se réunir en famille, dans un cercle intime, mais cette fois-ci de façon chrétienne. L'origine du mot réveillon vient d'ailleurs de l'habitude prise par les chrétiens de se réunir avant la messe de minuit ce soir-là. Les chrétiens ont commencé à fêter Noël au IVe siècle. Et en fait, l'idée du grand festin, c'est l'idée de se réveiller, en fait. La tradition, c'est que le 24 décembre, chaque famille va à la messe de minuit. Mais avant la messe de minuit, elle fait déjà un repas maigre et frugal en souvenir de Jésus-Christ. Donc là, elle veille. Et après la messe de minuit, elle fait à nouveau un repas, mais cette fois-ci un festin pour célébrer les futures récoltes. Et comme c'est le second repas, eh bien, elle réveille. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is Le réveillon est bien souvent aujourd'hui un unique repas de fête partagé en famille. Et pour des millions d'entre vous, au menu ce soir-là, la fameuse dinde de Noël. But if you really hold me tight, Vous allez découvrir que cette tradition incontournable est très récente et qu'elle a un lien direct avec la découverte de l'Amérique. and my dear, we're Aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment le plat traditionnel de Noël. Imaginez, 41 dindes sont consommées chaque minute en décembre en France. La tradition de la dinde au réveillon n'est pas si ancienne. Il faut tout de même se souvenir que jusqu'à une époque très récente, la majorité de la population, si on prend un pays comme la France, c'était des paysans qui mangeaient de la viande une fois par semaine. La viande est chère, la viande est rare, la viande n'est pas pour tous, donc la viande est consacrée à des moments un petit peu, on va dire, exceptionnels, au sens où ce n'est pas un quotidien. C'est donc un repas festif. On mangeait à Noël de l'oie. La star des menus au Moyen-Âge, c'est pas la dinde, c'est l'oie. Les paysans ont choisi cet animal parce qu'ils considèrent qu'on aimait bien manger ce qui était dans le ciel, parce que c'était une manière de se rapprocher des cieux et donc de Dieu. Durant plusieurs siècles, on a donc mangé de l'oie à Noël. Mais la découverte de l'Amérique va bouleverser la tradition et faire de la dinde le symbole des fêtes de fin d'année. Voici l'incroyable histoire de la dinde, cet oiseau longtemps exotique qui, pour nombre d'entre vous, sera au menu lors du réveillon. Les Espagnols débarquent en Amérique avec Christophe Colomb en 1492. Et là, ils découvrent de nouveaux fruits, de nouveaux légumes, tomates, cacao, le tabac. Et parmi ces nouveaux produits, la dinde, un volatile qui ressemble à une poule, à un coq, mais inconnu. Toujours est-il que les Espagnols ramènent tout ça en Europe. La dinde, c'est un poulet, c'est un coq, mais il est différent. Oui, il vient d'Inde. Mais comment ça, il vient d'Inde? Mais oui, parce qu'au départ, Christophe Colomb, quand il pose le pied en Amérique centrale, dans les Caraïbes, il pense être dans les Indes. Et donc, c'est un poulet d'Inde, donc le nom d'Inde. La mode de la dinde sur la table de Noël, elle vient d'Allemagne. Elle vient du souverain Charles VII. C'est dans l'Empire germanique, c'est-à-dire en gros l'Allemagne, Autriche actuelle au XVIIIe siècle, l'empereur qui va à Noël servir ce mets. Les nobles, les aristocrates autour de lui vont « Tiens, nous aussi, on va faire comme l'empereur, enfin c'est la classe quoi ». La dinde
Aujourd'hui, elle n'est pas exotique, mais par contre, il y a encore quelques décennies, au siècle dernier, c'était un mets exotique, un mets rare. C'est exotique, ça vient de loin, c'est donc cher. Et puis, il y a de quoi manger dans un banquet. C'est quand même une volaille assez idéale quand on est beaucoup autour d'une table. Par conséquent, les nobles, à la cour, on va commencer à manger cette volaille. Il y a d'abord les maisons royales européennes qui ont repris cette mode, et puis après, toutes les familles, toutes les personnes qui avaient les moyens de s'offrir cet animal à Noël. Et elle arrive sur nos tables, on va dire pleinement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, où la plupart des Français vont consommer de la dinde. Le modèle américain est quand même un modèle culturel très prégnant dans le monde occidental et ça va contribuer aussi à diffuser la dinde au repas de Noël. Il y a plus de 2 millions de dindes qui sont consommées chaque année en France. Ces pauvres animaux, je ne suis pas sûr qu'ils célèbrent l'arrivée de Christophe Colomb le 12 octobre 1492 en Amérique. La dinde n'est pas le seul plat qui régale les gourmands lors du réveillon. La tradition veut que pour le dessert soit servie la fameuse bûche de Noël, sans aucun doute la pâtisserie préférée du Père Noël. Mais d'où vient-elle? Et pourquoi a-t-on pris l'habitude d'en manger à chaque réveillon? La bûche qui enchante les repas de Noël, les réveillons de Noël au moment du dessert, est en réalité rien de plus qu'une bûche en bois à l'origine. La bûche de Noël, c'était avant tout un tronc, une souche qu'on faisait brûler, comme une offrande pour les dieux. On trouve ça un peu au nord de l'Europe, avant même l'avènement de la religion chrétienne en Europe. Et au cœur du Moyen-Âge, on a de légères évolutions autour d'un tronc, d'une bûche en bois, un peu plus courte, qui peut être mise dans le l'âtre de la cheminée. Les paysans découpent une bûche de bois et ils la laissent consumer dans la cheminée pendant 3 jours afin de garantir une bonne récolte. Alors ce bout de bois, c'est pas un objet anodin, on lui prête toutes sortes de pouvoirs, c'est vraiment un objet magique. Les paysans pensent qu'elle permet d'éloigner le mauvais sort. Il faut pas s'asseoir dessus sous peine d'attraper des furoncles. Selon les régions, on peut y mettre un petit peu de sel pour chasser les esprits malins. On peut aussi arroser un petit peu de vin pour espérer de bonnes récoltes, de bonnes vendanges l'année d'après. Les tisons de la bûche permettent d'éloigner le diable, donc il y a vraiment toute une superstition autour de cet objet. La bûche, c'est donc ce véritable morceau de bois auquel on prête toutes sortes de pouvoirs magiques. Mais que vient-elle faire aujourd'hui dans nos assiettes ? À partir du XVIIIe siècle, les gens se chauffent avec des poêles, et donc on trouve parfois le morceau de bois déposé sur la table en décoration. Et la bûche de Noël version gâteau, on fait l'hypothèse que c'est Antoine Charadeau, un pâtissier français du 6e arrondissement de Paris du 19e siècle. On pense que c'est lui qui en a eu l'idée. Un pâtissier parisien, en 1879, propose une pâtisserie, une bûche donc, autour d'une crème au beurre. L'invention a lieu à la fin du 19e siècle, mais ça devient vraiment le dessert de Noël à partir de la deuxième moitié du 20e siècle. Mais aujourd'hui, il y a encore de nombreuses évolutions, parce que souvent, la bûche est glacée. La bûche est toute prête. Qui fait encore la bûche, on va dire, à l'ancienne, comme ça se faisait depuis plusieurs décennies? Aujourd'hui, c'est une tradition incontournable, on ne peut pas faire sans. 8 millions de bûches sont vendues chaque année en France. Tout comme la bûche est devenue indispensable lors du réveillon, Noël ne serait pas vraiment Noël sans la présence du sapin. Car cet arbre reste ce symbole qui illumine tout le mois de décembre et au pied duquel le Père Noël dépose ses précieux cadeaux. Mais pourquoi a-t-on choisi le sapin pour célébrer Noël? Qui a vraiment inventé cette tradition? Le sapin, son origine, le sapin de Noël, elle remonte en fait il y a très très longtemps, déjà à l'Antiquité. Il y avait des tribus, par exemple les Celtes, qui vénéraient les épicéas, c'est-à-dire la famille du sapin, parce que ça symbolisait l'arbre de la vie. L'idée de se servir du sapin à Noël, c'est pas les chrétiens qui l'ont inventé, ça remonte au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Cette tradition celte, elle se perd un petit peu avec le temps, mais on la retrouve en Alsace au XVIe siècle, et elle est tellement populaire que les gens coupent beaucoup de sapins fin décembre. Il y a même des communes en Alsace où les autorités en étaient venues à interdire cette pratique parce qu'on dévastait les forêts, quoi. Les gens arrivaient avec leur hache, pam, 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 ah, il me plaît pas, un autre, tac, tac, tac. Bon, c'était pas possible. C'est à Sélestat qu'est pris un arrêté municipal pour interdire le braconnage d'arbres.
Les autorités municipales s'inquiètent des coupes sombres, on n'est pas dans la coupe blanche à raser des hectares entiers, mais des coupes sombres, pendant la période de Noël, de jeunes arbres que les habitants installent ensuite chez eux pour célébrer Noël. Cette tradition du sapin de Noël, elle est en France très cantonnée à une sphère régionale qui entoure l'Alsace et la Lorraine actuelle. D'abord parce que, par définition, c'est là qu'on trouve des sapins, bien sûr. Et puis, on les accroche au plafond. On y suspend des pommes pour éviter que les souris ne s'en emparent pendant la nuit. Dans le reste de la France, c'est évidemment plus anecdotique. Il faudra attendre que de grands influenceurs royaux ne s'emparent de l'idée pour que l'idée se répande dans le plus grand nombre de foyers. Mais le véritable envol du sapin, comme nous on le connaît, il faut s'acheter un sapin, c'est Noël, allons-y, il faut aller en Angleterre. L'histoire du sapin de Noël tel que nous le connaissons commence véritablement ici, à Londres. Nous sommes en 1848 et un célèbre journal anglais publie une gravure qui va faire sensation. Celle de la reine Victoria posant en famille devant un sapin de plusieurs mètres de haut. Alors, il n'y a pas toujours eu un sapin dans les maisons à Noël, et c'est une tradition relativement récente. Elle remonte à 1848, quand la reine Victoria pose avec sa famille devant un énorme sapin qui est décoré. La reine d'Angleterre, Victoria, est d'une maison royale allemande, la maison des Hanovres. Et la reine Victoria a grandi enfant dans cette tradition qu'au moment de Noël, on place un arbre et on se fait des petits cadeaux. Et cette image va faire le tour du monde de l'époque, du monde occidental, et les gens vont adopter cette image. C'est la reine d'Angleterre, c'est un personnage populaire, c'est la cour, les gens adorent les familles royales, et donc ils vont adopter cette coutume. Toutes les familles qui ont les moyens de s'offrir un sapin veulent imiter la reine Victoria. Et en Europe, les familles bourgeoises qui veulent imiter la mode qu'a lancée la reine Victoria décorent le sapin, notamment avec des fruits. Et puis par mimétisme, les autres couches de la société vont vouloir copier ce qu'elles voient dans les revues, les journaux, aujourd'hui dans les médias, les réseaux sociaux, en se disant « c'est donc ça la mode, c'est donc ça qu'il faut faire ». Et à partir de là, l'arbre, ça va commencer à se développer jusqu'à arriver à aujourd'hui où on n'envisage pas un Noël sans sapin. 175 ans après ce véritable buzz royal, ce sont aujourd'hui plus de 6 millions de sapins que les Français décorent chaque année, comme la reine Victoria pour éblouir le Père Noël. Et si cette mode d'y accrocher de vrais fruits, des rubans ou encore des friandises nous vient d'Angleterre, les boules de Noël qui les remplacent aujourd'hui sont une invention bien française. Le sapin de Noël, on a tous l'image en tête, c'est un grand décorum en fait. Il faut que ça brille de mille feux. Mais à l'origine, il n'y avait pas toute la technologie qu'on avait aujourd'hui. Donc en fait, on mettait des fruits, on mettait des rubans, on mettait des sucres d'orge. On voulait lui donner ce caractère majestueux et très riche en fait. Parce qu'on avait les cadeaux au pied du sapin, mais on allait aussi chercher les cadeaux dans le sapin. Cette tradition d'un arbre décoré avec souvent des fruits, par exemple des pommes, des fruits d'hiver un petit peu, des guirlandes. En France, ça fait son apparition à partir du XXe siècle. Parmi les fruits qu'on utilise pour décorer le sapin, il y a des pommes, mais une année, il y a un souci, il y a une sécheresse, et donc il y a vraiment très peu de pommes. Et donc c'est une catastrophe pour les enfants, on ne peut plus décorer le sapin. Et en Moselle, eh bien, on a un artisan verrier qui a une idée géniale, c'est de se dire je vais reproduire ces fruits, des pommes, à partir de boules de verre soufflées. Je vais inventer un procédé où ces boules encore chaudes, je vais les tremper dans une poudre qui va donner cette couleur, cet aspect final à cette boule de Noël. Et c'est ainsi que se sont développées les traditions des boules de Noël dans les sapins. Et son idée se diffuse tellement qu'en 1950, c'est carrément un business de Noël. Il vend 200 000 boules en verre chaque année. Et aujourd'hui, peu de gens mettent vraiment des fruits sur leur sapin, mais tout le monde met des boules de Noël. Alors, c'est une invention française, cocorico, mais qui désormais nous a un peu échappé. Tout le monde fabrique des boules de Noël. Mais c'est vrai que ça a été inventé en France et que c'est une idée de génie. La coutume du sapin richement décoré au pied duquel le Père Noël dépose chaque 25 décembre ses cadeaux a donc moins de 200 ans.
au contraire de la crèche de Noël, une décoration de fête bien plus ancienne. Aujourd'hui, les crèches de Noël, elles sont faites avec des figurines, mais à une époque, on utilisait de véritables personnes et de véritables animaux. C'est saint François d'Assise, un mystique italien du XIIIe siècle, qui en a eu l'idée. C'est la mode à l'époque, en Europe, au Moyen-Âge, de faire des pièces de théâtre pour représenter des épisodes de la Bible. Et saint François d'Assise part de ce point de vue-là et il met au point, alors cette crèche éphémère, bien sûr, mais faite de personnages tout à fait vivants, avec 2 ou 3 animaux et l'enfant Jésus, bien sûr, donc Marie, Joseph, voilà. Dans l'image d'Épinal qu'on connaît, il y a un bœuf et un âne, mais en réalité, ces 2 animaux, ils sont absents de la scène biblique. C'est saint François d'Assise qui a eu l'idée de les ajouter. C'est un peu de la com aussi, saint François d'Assise, il a besoin d'une belle image pour raconter l'histoire de la naissance de Jésus aux enfants, donc il ajoute un bœuf et un âne. Comment la crèche de Noël, inventée au Moyen-Âge par saint François d'Assise et jouée par de vrais personnages, est-elle devenue cette reproduction miniature faite de santons et de figurines qui décore des millions de foyers aujourd'hui? Cette crèche va connaître une sorte de traversée du désert jusqu'à la fin du XVe siècle. Et puis, à partir des années 1520, 1530, il y a un phénomène de multiplication des crèches qui viennent du territoire allemand, de l'Allemagne actuelle. Et l'essor est assez prodigieux parce qu'au XVIIe siècle, nombre d'églises, y compris dans les pays méditerranéens, possèdent bien sûr leurs crèches. Dans tout l'Occident, s'est répandue cette idée de célébrer la crèche vivante de Noël pendant la messe de minuit. Les santons vivants de la crèche sont devenus de plus en plus petits et c'est à Naples qu'est née cette idée de les inviter chez soi en créant des reproductions de terre cuite, de céramique, et puis de les peindre. Et puis de Naples, l'idée a germé en Provence. Et en Provence, ce sont nos fameux santons de Provence chéris que l'on collectionne, que l'on ajoute chaque année un nouveau à la collection. Et c'est ainsi qu'à la fin du 19e siècle et début 20e en France, se sont répandues ces petites crèches dans le foyer de tous les chrétiens. Les crèches de Noël, ce sont aussi les rois mages offrant des présents à Jésus pour fêter sa naissance. Si cet épisode a inspiré la célèbre tournée du Père Noël, depuis quand les enfants réclament-ils des cadeaux au pied du sapin? L'histoire du cadeau s'est développée en même temps que notre société s'est développée. Au début du XXe siècle, les jouets, c'était vraiment réservé pour une élite. Donc c'était des objets, des poupées, des voitures, des landaux, des choses de très très belle facture, en porcelaine. Donc quand on était dans un monde un peu plus populaire, on n'avait pas de cadeau du tout. Ou alors c'était vraiment un petit fruit, une orange. La société de consommation s'est développée et donc là, les jouets sont devenus plus accessibles. Et c'est vraiment dans les années 60 où là, on a une accélération de la demande de jouets pour Noël. Ce côté extraordinaire du cadeau a toujours été là, mais c'est sa forme qui a évolué dans le temps. Aujourd'hui, en moyenne, chaque enfant reçoit 8 cadeaux au pied du sapin. Donc le Père Noël est très généreux, et j'allais dire qu'il est un peu moins généreux que ce que voudraient les enfants, parce qu'en moyenne, les enfants commandent 9 jouets au Père Noël. Noël, c'est donc une longue évolution des traditions à travers les siècles. De l'incontournable sapin à la délicieuse bûche de Noël, des crèches qui décorent les intérieurs, à la succulente dinde servie durant les fêtes, personne ne sait comment, dans un avenir lointain, toutes ces coutumes vont évoluer. Seule certitude, ces traditions propres au réveillon ont une belle histoire. Et vous en connaissez tous les secrets. Il est l'incarnation de Noël, celui sans qui les fêtes n'auraient pas la même saveur. Mais d'où vient vraiment le Père Noël? Du mystère de sa naissance en passant par la véritable histoire de tous les personnages qui l'entourent, vous allez découvrir les secrets ô combien surprenants et parfois étranges de ce personnage mythique. Pour beaucoup, le véritable lieu de naissance du Père Noël, c'est ici, à Atlanta, dans le sud des États-Unis.
Une rumeur largement répandue voudrait que ce soit lors d'une réunion marketing dans l'immeuble d'un géant mondial du soda qu'a été inventé ce personnage. Le Père Noël, une création commerciale ou des origines beaucoup plus lointaines? Dans les légendes urbaines, il y a quand même toujours un petit fond de vérité, comme dans toutes les légendes. Mais ce n'est pas l'histoire. La légende et l'histoire, c'est différent. Le Père Noël, ce personnage sympathique, habillé de rouge avec cette barbe blanche qui nous apporte des cadeaux, est né il y a fort longtemps. Il nous faut remonter en fait au IIIe siècle avec un personnage qui s'appelle Saint Nicolas. Nicolas de Myre, c'est une ville qui se trouve dans l'actuelle Turquie. Il est évêque et il a multiplié les miracles. C'était un religieux qui était très généreux avec les pauvres, avec les enfants. Puis il a surtout fait un miracle qui était de ressusciter des enfants, ce qui lui a valu le fait d'être un saint. Il y a une légende qui dit qu'il a retrouvé des enfants qui avaient été kidnappés par un boucher. Il y a une autre légende qui dit qu'il a aidé des jeunes filles qui étaient trop pauvres pour se marier. Il a fait apparaître des pièces d'or dans leurs chaussettes. D'ailleurs, c'est de là que vient la tradition de suspendre les chaussettes à Noël. Donc Saint-Nicolas, c'est vraiment un Père Noël avant l'heure parce que c'est un peu le champion des miracles, on pourrait dire le Kylian Mbappé des miracles. Du coup, il est célébré un peu partout en Europe du Nord et de l'Est. Ce qui fait que plus tard, les Hollandais vont importer sa légende aux États-Unis. La Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre. Et progressivement, Saint-Nicolas va devenir un personnage presque folklorique. Il est souvent habillé de rouge, avec une longue cape, il a une longue barbe blanche et des cheveux blancs. L'un apporte des cadeaux, l'autre apportait des sous, des friandises et rendait la vie aux petits-enfants. C'est le grand point commun entre le Père Noël et Saint-Nicolas. Si Saint Nicolas est le véritable ancêtre du Père Noël, comment expliquer qu'il ait depuis changé de nom? Plus intriguant, d'où vient cette légende voulant qu'une célèbre marque américaine de soda l'ait créée pour des raisons commerciales? Les États-Unis commencent à se peupler, fin du XVIIIe, courant XIXe siècle, par des Européens qui viennent chercher une vie meilleure, et parmi eux, des gens qui viennent de pays germaniques, de l'Europe centrale, des Pays-Bas, et qui s'installent aux États-Unis. Ils conservent leurs traditions, leurs fêtes, leur folklore. Et ce fameux Saint-Nicolas, Sinterklaas, disent-ils, mélangé avec l'anglais aux États-Unis, ça devient Santa Claus. Quand les Hollandais vont importer la légende de Saint-Nicolas aux États-Unis, il va y avoir plusieurs versions. La toute première version, c'est un conte pour enfants du début du 19e siècle. Et dans cette première version, alors c'est pas un gros grand-père comme on connaît aujourd'hui, c'est un lutin. Il était déjà doté de super pouvoirs, c'est-à-dire qu'on lui prêtait déjà cette capacité à se déplacer sur un traîneau en flottant. Mais par exemple, il était quand même assez mince au début parce qu'il était censé passer dans la cheminée. Il était finalement plus proche des lutins qui l'accompagnent aujourd'hui pour pouvoir étayer, appuyer cette idée que le Père Noël pouvait passer dans la cheminée pour aller déposer les cadeaux. Mais il est très difficile de fixer une date précise. Ah, c'est le 25 décembre 1837, très précisément, à minuit 12, qu'on a créé le Père Noël. Non. Progressivement, ce sont des apports, des caricaturistes, des dessinateurs vont représenter le Père Noël. Le père de la version finale du Père Noël, celle que nous on connaît, c'est Thomas Nast, un célèbre caricaturiste américain, donc de la seconde moitié du 19e siècle. Et lui, il transforme le lutin qui était tout petit en un grand-père bien plus sympathique. C'est le Père Noël qui commence à ressembler à ce que nous connaissons. Un personnage un peu rondouillard, bedonnant, sympathique, aux joues un peu rouges. On oublie le lutin. Grâce à la magie de l'illustrateur Thomas Nast, le lutin est devenu un véritable Père Noël. Un personnage extraordinaire et populaire dont va s'emparer une célèbre marque de boissons gazeuses. En 1930, Coca-Cola, c'est une marque qui est déjà installée. Elle a un problème, c'est qu'elle n'est consommée que dans les périodes un peu chaudes, l'été, le printemps. Donc comment légitimer la présence de Coca-Cola en plein hiver? On réfléchit. On réunit l'équipe, les publicitaires, le service marketing. Alors les gars, qu'est-ce qu'on fait? Qui a eu cette idée de génie? Bon, vous savez, comme toutes les idées de génie, il y a plusieurs pères. Hein. Et si Santa Claus buvait du coca? Voilà une idée géniale.
se rappelle qu'on est en 1930. Celui qui coche toutes les cases, c'est le Père Noël en fait. Il est sympa, il est généreux, c'est le personnage de l'hiver, tout le monde l'attend, tout le monde en parle. Et en plus, alors il a dans sa garde-robe les couleurs de la marque, enfin, il a à peu près tout ce qu'on peut espérer. Il a même, en bonus, un autre point, c'est un personnage imaginaire. Le personnage n'appartient à personne. Personne n'a eu l'idée de déposer un brevet, c'est moi l'inventeur de Santa Claus et du Père Noël. Coca-Cola peut donc l'utiliser. Et Coca-Cola va utiliser ce personnage sur des affiches, sur ses publicités en émail. Mais le problème qu'ils ont, c'est que le personnage qu'ils connaissent eux est un peu austère, pas vraiment sympathique, donc ils doivent faire dessiner une nouvelle version. Elle demande à son illustrateur de retravailler sur le personnage en intégrant les codes de la marque. Et les codes de la marque à l'époque, ah oui, ce sont des couleurs. Et la couleur, c'est le rouge, le blanc. La mission d'imaginer un Père Noël plus sympathique est confiée à Haddon Sundblom. Et pour trouver l'inspiration, l'artiste ne va pas aller chercher bien loin. À l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas l'intelligence artificielle. Donc comment est-ce qu'il va faire pour s'inspirer, pour trouver un personnage ? Il va s'inspirer de son voisin, parce qu'on fait avec ce qu'on a en fait. Et puis après le décès de son voisin, il va trouver une solution encore plus simple, il va s'inspirer de lui-même. Il va se regarder dans le miroir et il va se dessiner lui-même. Donc la physionomie du Père Noël que nous connaissons, c'est tout d'abord le voisin de cet illustrateur, puis après c'est lui-même. Le Père Noël imaginé par Haddon Sundblom va orner les affiches publicitaires de la marque des années 30 jusqu'en 1964. C'est cette image d'un Père Noël joufflu et rieur qui va débarquer en France après la Seconde Guerre mondiale et installer la tradition de Noël telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'armée américaine, en 1944 en France, débarque en Europe pour vaincre le nazisme. Les libérateurs apportent avec eux leurs produits. Le chewing-gum, les cigarettes blondes, le Coca-Cola. Et c'est ainsi qu'en même temps que le Coca-Cola, le Père Noël débarque. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il débarque le 6 juin 1944 sur les plages normandes, mais c'est pas loin. Ça va changer la nature de la tradition européenne de Noël, qui était plutôt une tradition religieuse, et là ça devient quelque chose de plus commercial. L'Église voyait d'un mauvais œil la transformation d'une fête chrétienne, car après tout, le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus suivant la tradition chrétienne. C'est bien ça qu'on célèbre. Une transformation d'une fête commerciale incarnée par ce personnage barbu, souriant, avec son sac sur le dos. Et il faut quand même savoir que dans les années 50, certaines effigies, des mannequins, des poupées du Père Noël, ont été brûlées en place publique devant des cathédrales en France. On pense à Dijon, par exemple, pour rappeler aux chrétiens que non, le 25 décembre, on doit fêter Jésus-Christ. En réalité, la figure du Père Noël popularisée par Coca-Cola, elle est à l'origine chrétienne. Il y a simplement une petite part de la légende urbaine qui est vraie. Coca-Cola a simplement relooké un personnage, Saint-Nicolas, qui était en réalité vieux de 1700 ans. Aujourd'hui, le Père Noël, alors on l'appelle le Père Noël, il s'est appelé Saint-Nicolas, il s'appelle encore pour certains Saint-Nicolas, pour d'autres Santa Claus, pour d'autres Sinterklaas. C'est un seul et même personnage, mais ça illustre bien le fait que c'est un personnage universel, oui, que finalement tout le monde connaît aujourd'hui. Pour la plupart d'entre vous, il ne fait aucun doute que le Père Noël vit quelque part en Laponie. Cette contrée mystérieuse et lointaine, située en Finlande, près du cercle polaire. Comment ce lieu est-il devenu la résidence officielle du Père Noël? À quoi ressemble vraiment cet endroit magique? Voici l'incroyable histoire de l'adresse du Père Noël. C'est la littérature du début du XXe siècle qui a installé le Père Noël au pôle Nord, parce qu'on considère que le pôle Nord, à l'époque, c'est une région qu'on ne connaissait absolument pas, et donc on se disait que sous la glace, eh bien, le Père Noël avait ses habitations et ses usines pour fabriquer tous les jouets pour les enfants. Seulement, il y a un souci avec cette histoire, c'est que les rennes, ça mange de la mousse végétale, et il n'y en a pas au pôle Nord. Donc comment ils font? Ils meurent de faim. Donc en 1927, dans une émission de radio pour enfants en Finlande, il y a un journaliste qui a une idée, il se dit que le Père Noël vit sur la colline de Korvatunturi, au nord-est de la Finlande, près de la frontière russe. Et s'il vit là, eh bien les rennes ne meurent pas de faim. Korvatunturi, en français, la montagne de l'oreille, est donc la première adresse officielle du Père Noël.
Mais en 1950, le célèbre homme en rouge est contraint de déménager à 400 km plus au sud, près de Rovaniemi. La raison ? Une visite d'Eleanor Roosevelt, la veuve du président américain. Elle souhaitait voir de ses propres yeux où le Père Noël habitait. L'histoire du chalet de Rovaniemi, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, le point de départ, c'est la femme du président Roosevelt, donc Eleanor Roosevelt, qui, dans les années 50, va visiter cette région et elle souhaite absolument voir la maison du Père Noël. Donc c'est pour dire à quel point cet imaginaire était très puissant. Elle veut rendre visite au Père Noël, mais il y a un souci, il est impossible de s'y rendre en hiver. Et donc les autorités finlandaises ont une idée pour organiser la réception de la veuve de Franklin D. Roosevelt. Ils font sortir de terre un chalet plutôt modeste qui va devenir l'adresse officielle du Père Noël en Laponie. Ce chalet, entré dans l'histoire, existe toujours. Il marque aujourd'hui l'entrée principale du village officiel du Père Noël, où depuis 1985, des milliers de touristes se rendent pour le rencontrer. Dans les années 80, si vous avez les moyens, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez le Concorde le 25 décembre et vous faites l'aller-retour Paris-Rovaniemi dans la journée. Et ce que ça illustre, en fait, c'est que les Finlandais ont fait de ce modeste chalet qu'ils avaient fait sortir de terre uniquement pour une visite diplomatique, ils en ont fait un véritable business touristique. Il y a 600 000 touristes qui se rendent chaque année dans ce qui est maintenant carrément un village dédié au Père Noël. Le village du Père Noël, aujourd'hui, c'est une formidable attraction. Ça attire des personnes du monde entier, des familles souvent, hein, parce qu'on veut y aller avec ses enfants. Et c'est ainsi que à Rovaniemi, eh bien, le Père Noël a aujourd'hui sa maison, il y a ses lutins et il y a ses usines qui sont cachées, on ne peut pas les voir. Évidemment, il y a le chalet, on va visiter, on va rencontrer le Père Noël, on va faire des photos, on va voir les lutins, mais il y a aussi d'autres maisons. Il y a aussi des attractions, on va pouvoir se promener dans le traîneau du Père Noël. Mais une dernière question demeure. Si Rovaniemi est bien l'adresse officielle du Père Noël, est-ce vraiment là qu'arrivent les millions de lettres que lui envoient les enfants du monde entier ? La lettre au Père Noël, c'est l'indispensable de cet imaginaire de Noël. Donc tous les enfants font une lettre au Père Noël. Alors quand on ne sait pas, on écrit maison du Père Noël, on l'envoie. En France, par exemple, c'est équipé et ça va arriver effectivement dans une maison du Père Noël près de Bordeaux. Mais si on écrit maison du Père Noël Rovaniemi ou Finlande, eh bien là, elle va véritablement arriver dans la maison du Père Noël, dans sa maison à lui, à Rovaniemi. Le Père Noël, qui sait bien sûr lire dans toutes les langues, va donc devoir préparer des millions de cadeaux. Heureusement, le célèbre homme en rouge peut compter sur une aide précieuse, celle des lutins. Ces petits personnages facétieux fabriquent chaque année, dans le plus grand secret, les jouets du Père Noël. Mais d'où viennent les lutins ? Avant de rejoindre le Père Noël, ils vivaient en Islande, cette île du nord de l'Europe. Et leurs cousins restés là-bas ont une étrange réputation. Dans la culture islandaise, il y a 13 lutins qui descendent des montagnes les 13 derniers jours de décembre. Pour nous, les lutins, ce sont des personnages sympathiques, mais en fait, dans la légende originelle islandaise, en fait, le lutin, c'est un véritable voyou. Certains lutins, ils peuvent être malveillants avec des mauvaises intentions, des voleurs, des chamailleurs. L'Islande, comme c'est un pays où il y a des montagnes, eh bien, en fait, on va considérer que les lutins, ils sont en haut de la montagne, et puis du 13 au 25 décembre, chaque jour, ils vont descendre les uns après les autres. Les moins mauvais font peur aux gens en faisant claquer les portes. Il y en a d'autres qui volent dans les maisons la viande, le lait et puis même des objets. Eux-mêmes, ces lutins, ils ont pour mère Grilla une sorcière qui, elle, dévore les enfants. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'imaginaire des enfants, on aime tout ce qui est beau, mais parfois on aime ce qui peut faire un petit peu peur. Donc chacun, chaque jour, va descendre à partir du 13 décembre. Ils vont venir et puis ils vont faire des farces. Et les enfants aiment ça. Dans toutes les histoires d'enfants, dans tous les contes, on a toujours un gentil, un méchant. Il y a le héros et le mauvais. Mais ça se termine toujours bien. Et là, c'est un peu la même chose. Puis surtout, ça fait patienter les enfants. Parce que l'impatience des enfants, plus on approche de Noël, plus elle est grande. Et comme ça, eh bien, on arrive tranquillement le 25 décembre. Et comme le 25 décembre, c'est l'apothéose, c'est ce qu'il y a de plus beau, eh bien, toutes les petites mauvaises histoires qui nous sont arrivées avant du fait de ces lutins, eh bien, elles sont oubliées. Il y a la magie de Noël qui fait son effet. En Islande, tous les enfants attendent avec impatience l'arrivée de ces drôles de lutins farceurs surnommés les 13 gars de Noël. Mais actualité oblige, en 2008, un étrange 14e lutin a fait son apparition.
En 2008, avec la crise financière, on a un nouveau lutin. Et là, c'est le lutin de Cooper de carte bleue. C'est un peu le père Fouettard de la finance. Il dit, parce que vous n'êtes pas bon avec votre argent, je vous coupe votre carte bleue et vous ferez plus de bêtises avec l'argent. Donc c'est pour dire que finalement, les lutins, tout en étant peut-être un petit peu fantasques, un petit peu malveillants sur certaines occasions, ils sont aussi bienveillants. Ils vont aussi participer à la distribution des cadeaux. Le 25, c'est l'apothéose parce que moi, l'enfant, au pied du sapin, dans ma cheminée, dans les chaussettes ou dans mes chaussures, je vais avoir des beaux cadeaux de Noël. Tout aussi indispensable que les lutins à la magie de Noël, voici les célèbres rennes. Ces animaux sans qui le Père Noël aurait bien du mal à boucler son incroyable tour du monde. Fidèles compagnons de la nuit du 25 décembre, comment le Père Noël a-t-il réussi à les convaincre de l'accompagner? Combien sont-ils? Et d'où vient leur étrange pouvoir de voler? Voici les secrets des rennes, les animaux stars des fêtes de Noël. L'idée d'associer les rennes au Père Noël pour la distribution des cadeaux, elle remonte au conte de Noël qui date de 1823 par le pasteur Clement Moore. Dans ce livre, en fait, il raconte comment le Père Noël, il a construit son attelage de rennes. La sélection de cet animal, ça ressemble un peu à un casting en fait. Le Père Noël, il vit au pôle Nord. Donc au pôle Nord, il y a différents types d'animaux. Il y a des ours, il y a des loups, il y a des petits renards, des petits lapins, et il y a des rennes. Et donc quand il a fait sa proposition à tous ces animaux d'être son attelage, tout le monde était d'accord, sauf les rennes. On n'imagine pas des ours, des pingouins ou des phoques distribuer les cadeaux avec le Père Noël, donc on imagine bien que le renne, c'est le candidat idéal pour le job. Et là, le Père Noël, il s'est dit, ah mince, parce qu'ils sont pas d'accord, il faut que je les convainc. Et donc, il a trouvé une astuce magique. Il a dit aux rennes, si vous venez avec moi, si vous participez à mon attelage, je vais vous donner un pouvoir magique, le pouvoir de voler. Et là, les rennes se sont dit, mais voler, mais c'est incroyable. Mais comment est-ce que fait le Père Noël pour faire voler ces rennes? En fait, il y a deux hypothèses dans la tradition. Soit il souffle une poudre magique, soit il utilise une mousse végétale magique, la mousse végétale que mangent les rennes. Il leur fait manger et comme ça leur permet de voler. Ces rennes, au pouvoir magique, donnent à la tournée du Père Noël une dimension féerique qui émerveille les enfants. Et si tous espèrent les apercevoir durant la nuit étoilée du 24 décembre, plusieurs mystères demeurent. Combien de rennes tirent le traîneau du Père Noël? Et comment fait-il pour les distinguer? Selon la tradition, il y a 8 rennes, et chaque reine a un nom qui est associé à sa qualité. Les rennes qui existent, ils ont un rôle, ils ont une fonction, mais au-delà de cette fonction, ils ont aussi une personnalité. Il y a par exemple Tornade, qui est le plus rapide, il y a aussi Fury, qui est la plus puissante. Ce qui est intéressant dans les rennes aussi, c'est que le Père Noël, dès le départ, songeait à la parité. C'est-à-dire qu'il avait choisi 4 mâles et 4 femelles. Mais il y a un petit souci dans cette histoire, c'est que dans la réalité scientifique, les mâles perdent leurs branches en hiver. Donc si on respecte la science, l'équipe des rennes, elle est 100% féminine. C'est des questions que des scientifiques, des érudits ont cherché à creuser, à trouver des réponses. Donc la question s'est posée. Et donc le Père Noël, il a trouvé une astuce parce qu'il voulait que son attelage y soit beau. Et donc là, la magie aussi de Noël a opéré. Et on se retrouve avec des rennes mâles et des rennes femelles qui ont tous des bois sur la tête. Dotés du pouvoir magique de voler, ce sont donc 8 rennes qui constituent l'attelage du célèbre traîneau du Père Noël. Mais un 9e renne a depuis fait son apparition. Ce renne, reconnaissable entre tous, est aujourd'hui une véritable star. Le renne le plus charismatique, en fait, il n'est pas dans les 8 premiers, il a été ajouté après, en 1939, encore par un conte pour enfants, et ce renne s'appelle Rodolphe. Et ce qui le rend si charismatique, c'est qu'il a un nez rouge, ce qui le fait vraiment sortir du lot par rapport aux autres. On l'appelait nez rouge, ah comme il était mignon. Ce 9e renne au nez rouge, Rudolphe au nez rouge ou Rodolphe au nez rouge, selon la littérature et les endroits où on se trouve, en fait, il est devenu un héros. On est vraiment dans une histoire totalement magique, incroyable. Le Père Noël, il livre des jouets. Les rennes, donc, ils naviguaient avec le Père Noël la nuit. Et puis, un petit peu plus tard, il y a l'histoire qui s'est un petit peu compliquée, où là, le Père Noël devait livrer dans la tempête. Mais dans la tempête, comment est-ce qu'on peut avancer? Parce qu'on ne voit rien. Il y a beaucoup de neige. C'est vraiment comme un nuage blanc. Donc, comment le Père Noël va pouvoir s'orienter? Et là, un 9e renne a été créé, le renne Rudolphe, avec un nez rouge. Et c'est lui, grâce
grâce à son nez rouge, en tête de cortège, qui éclairait et qui montrait la voie au Père Noël. C'est celui qui permet la livraison des jouets, quelles que soient les conditions météo. Et donc, il a pris toute la lumière. Son personnage est d'abord diffusé par une grande chaîne de magasins américaine, et puis après c'est la culture populaire qui s'en saisit. Il y a des chansons très connues qui y font référence, par exemple de Céline Dion, les Jackson 5. Il est aujourd'hui très présent dans les histoires, il a été chanté par Frank Sinatra, il est représenté dans des jouets par exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le renne le plus connu, celui le plus apprécié des enfants. Si Rodolphe au nez rouge est la star des enfants, ce sont tous les rennes du Père Noël qui, chaque nuit du 24 décembre, tirent le traîneau pour distribuer les cadeaux. Et quand l'attelage s'envole dans le ciel de Rovaniemi, chose incroyable, la ville du Père Noël, vue d'en haut, ressemble à un renne. Le renne, c'est aussi l'image associée au Père Noël. Et il faut savoir que dans l'histoire, Rovaniemi a été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand ils ont décidé de reconstruire la ville, l'architecte en chef s'est inspiré de la tête d'un renne. Donc il a pris les formes de la tête pour dessiner la structure principale. Et puis il a aussi pris les bois du renne pour définir les grands axes, les points d'entrée, les points de sortie de la ville. Et si vous regardez, les extrémités des bois sont les autoroutes qui permettent de quitter la ville. Et ça, c'est assez extraordinaire. Ça montre à quel point, finalement, la ville s'est appropriée l'imaginaire du Père Noël, puisque même dans sa structure architecturale, elle ressemble à une tête de renne. Nul doute que cette idée a été soufflée par le Père Noël, ce personnage millénaire dont vous connaissez maintenant une partie des secrets. Si son village, les lutins ou les rennes vous sont désormais familiers, il nous a défendu de révéler un dernier mystère. Mais comment fait-il pour passer dans les cheminées ? Noël, c'est aussi cette période féerique baignée par la musique. Mon beau sapin, roi des forêts. Car chaque année, résonnent ces mélodies populaires et réconfortantes bien connues de tous. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. You better watch out, you better not cry, better Mais not aussi les pout, célèbres not tubes de Noël, tell you why. Santa Claus is coming to town. ces chansons interprétées par les plus grandes stars Making a list, he's checking it twice. et qui rythment chaque année le réveillon de millions d'entre vous. Santa Claus is coming to town. Véritable institution chez les anglo-saxons, vous allez découvrir quel tube de Noël demeure, depuis 30 ans maintenant, le titre le plus vendu lors des fêtes de fin d'année. So kiss me under the mistletoe, pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know that Nous vous dévoilerons quel est cet artiste français qui, chaque année, écoule plus de 300 000 albums à Noël. for now, Merry Christmas will Mais aussi quel est le chant véritablement le plus populaire au monde. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next Voici la belle et surprenante histoire des tubes de Noël, ces musiques incontournables que vous écouterez sans doute lors du réveillon. I'll give it to someone special. Santa, tell me if you're really there. Chaque année, à l'approche des fêtes, sortir un tube de Noël est devenu un passage obligé pour les plus grandes stars internationales. Tell me if he really cares. À l'instar de Taylor Swift, la chanteuse américaine la plus populaire au monde. D'autres stars anglo-saxonnes, elles aussi, se sont lancées le défi de bercer vos fêtes de fin d'année, tel le Canadien Justin Bieber. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Oh, oh, oh. Ou encore l'américaine Miley Cyrus. Silent night, holy night.
l'objectif inavoué de toutes ces stars est de parvenir à détrôner la reine du genre, la chanteuse Mariah Carey. Depuis 1994, la diva américaine règne sans partage sur les ventes de Noël avec un tube devenu iconique. Cette chanson, écrite en 1994, détient le record absolu des ventes à Noël. Elle est aussi la plus rentable de l'histoire. Et donc Mariah Carey, c'est la reine incontestée des tubes de Noël. Depuis lors, c'est 16 millions de singles vendus et plus de 1,36 milliard d'écoutes rien que sur Spotify. C'est une chanson qui lui a pris exactement 15 minutes à l'écriture. Elle avait en tête cette idée de cloche qui rappelle Noël. Ensuite, pour les paroles, quelque chose de romantique, forcément, ça plaît toujours. Et ça change aussi des chants de Noël qu'on peut connaître, puisque Noël, en général, c'est la famille, les cadeaux, la générosité. Là, on est sur une histoire d'amour, donc ça peut plaire. Donc aujourd'hui, avec cette chanson qui a bientôt 30 ans, je crois qu'elle gagne environ 3,5 millions de dollars par an, rien que grâce à cette chanson. Et du coup, ce succès a été tel que ça a donné envie aux autres artistes anglo-saxons de détrôner Mariah Carey, mais aucun n'y est parvenu. On se souvient de Justin Bieber qui avait fait un album de Noël. On a aussi Michael Bublé qui tous les ans cartonne sur les plateformes de streaming avec son album de Noël. Mais la reine incontestée, ça reste Mariah Carey. Et pourquoi ? Parce qu'elle met tout en scène, Mariah Carey. Elle a toute cette mise en scène sur les réseaux sociaux qui annonce Noël. Sa chanson commence et quand Mariah a décidé que la chanson commençait, eh bien c'est partout dans le pays qu'on entend la chanson. Le succès de ce titre est d'autant plus surprenant qu'il a été écrit par Mariah Carey en plein été, sous le soleil brûlant de la ville de New York. On est en plein mois d'août 94 et Mariah Carey doit travailler parce qu'on lui a commandé une chanson de Noël. C'est vrai que quand on imagine Mariah Carey se pencher sur le sujet de All I Want for Christmas Is You, on imagine Christmas, Noël, la neige, mais pas du tout. C'est une chanson qui est née en plein été. Donc elle a enregistré ça en petit t-shirt très certainement, mais pas du tout en Mère Noël comme on peut la voir sur la pochette du CD ou même dans son clip. Si Mariah Carey règne en maîtresse absolue sur les tubes de Noël, en France, ce n'est pas la chanteuse américaine qui détient le record des ventes. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Le hit de Noël lors des fêtes de fin d'année est une chanson bien française que vous avez fredonnée au moins une fois dans votre vie. Une dernière prière.
Alors en France, on aime bien Mariah Carey, mais elle a un rival inattendu, c'est Tino Rossi, qui est corse et qui a sorti en 1946 Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers. Tino Rossi, c'est la chanson de Noël la plus vendue, en France en tout cas. Elle a toujours un grand succès au moment de Noël, on l'écoute toujours, c'est un incontournable on va dire. Alors pourquoi ça plaît autant alors qu'aujourd'hui on pourrait se dire c'est un petit peu ringard quand même Tino Rossi et personne ne l'a reprise derrière, c'est toujours la version de Tino Rossi. Mais voilà, force est de constater qu'on aime encore écouter ça aujourd'hui. Il faut quand même reconnaître à ce texte, Petit Papa Noël, c'est vraiment un texte remarquablement bien écrit si on pense qu'il s'adresse à des enfants. Évidemment, si nous nous imaginons avec un énorme casque sur les oreilles dans les transports en commun, écoutant à fond Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel, on a plus de mal. Mais il faut jamais perdre de vue. Or, nous avons tous été des enfants et nous avons tous chanté Petit Papa Noël. Il y a certainement une sorte de nostalgie. On sait que Noël, ce sont des traditions, c'est aussi la transmission. Donc les parents ont transmis cette chanson aux enfants, qui l'ont transmise ensuite à leurs enfants, et c'est comme ça que la tradition perdure. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Et cette chanson de Tino Rossi, c'est simplement la plus vendue de l'histoire de France. On dit que depuis 1946, il aurait vendu 35 millions de disques. Petit Papa Noël. Tino Rossi nous a quittés en 1983. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing. 30 ans après, le succès de Petit Papa Noël a donné des idées à nombre de maisons de disques françaises. Elles rêvent toutes de connaître le même succès que lui ou celui de la reine du genre, Mariah Carey. Jingle bell time in jingle bell time. On est habitué depuis tout petit à chanter Noël. Il y a plusieurs comptines, chansons qu'on connaît encore tous très bien aujourd'hui. Et c'est vrai que ce sont des chansons qu'on écoute seulement à Noël. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Et aussi, en été, même au printemps, ça ne nous vient pas à l'idée de chanter des chansons d'été ou de printemps, puisque ça n'existe pas. Donc il est vrai qu'on peut penser que Noël est propice à ce genre de phénomène. Noël, ensemble, passer Noël ensemble, Noël ensemble, oublier les frontières. En l'an 2000, Pascal Obispo sort Noël ensemble, un album caritatif. Espérant faire mieux que Tino Rossi, il convoque les plus grands artistes, de Johnny à Jean-Jacques Goldman. Johnny lui-même, en 2005, avait sorti le titre « Mon plus beau Noël ». J'avais oublié à quel point on se sent petit dans les yeux d'un enfant, plus rien ne compte, juste sa vie. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Je suis le plus heureux, tu vois. Devenir le numéro 1 des ventes à Noël, c'est également ce qu'a essayé de faire Frédéric François, le chanteur fétiche de toute une génération.
En 2022, il reprend même le titre phare de Tino Rossi. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux. Les maisons de disques françaises ont tenté de répliquer le modèle de Mariah Carey, mais ça n'a jamais fonctionné et on ne sait pas vraiment pourquoi, c'est un peu un mystère. En France, alors qu'on sait que les Français sont très attachés à Noël, on a de très beaux marchés de Noël, mais tout ce qui est musique, même film, j'ai envie de dire, ça ne prend pas du tout. Petit Papa Noël, On essaie de faire, mais ce n'est jamais aussi bien qu'aux États-Unis, c'est jamais aussi bien romancé, c'est jamais aussi bien produit. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi faire si c'est pour moins bien faire? Donc, c'est peut-être pour ça qu'en France, on n'a pas ce courant, on n'a pas d'artistes de Noël, on se contente de Mariah Carey et ça nous va très bien. joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Seule exception à la règle, le titre Bon baiser de Fort-de-France de la compagnie créole, lancé en 1984. Joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on éteint la télé, ce soir ensemble on va chanter. Rééditée en 2008, cette chanson devenue ultra populaire est pourtant l'arbre de Noël qui cache la forêt. Car excepté Tino Rossi et Mariah Carey, le phénomène des tubes de Noël n'a pas encore réussi à trouver sa place en France, au contraire des États-Unis, où ce genre de chanson est une véritable institution. Pour eux, Noël, c'est encore plus important que chez nous. Enfin, c'est vraiment toute une tradition. Ce sont des décors. Enfin voilà, les maisons sont pas du tout décorées comme chez nous. Donc Mariah Carey, elle a profité de ça. On peut trouver les chants de Noël un peu gnangnan. Mais c'est peut-être les chants de Noël très contemporains, en réalité, qui ont peut-être effectivement des paroles d'esprit un peu simplet. C'est Noël, on est heureux, la neige tombe, c'est romantique. Mais la tradition des chants de Noël, des cantiques de Noël, est quand même liée d'abord à l'aspect religieux de la fête de Noël, quand bien même aujourd'hui, des artistes R&B américains s'en sont emparés. Mais à l'origine, c'est quand même les cantiques de Noël dans les églises. Les chants de Noël, traditionnellement, je pense aux États-Unis, sont des chants religieux tout à fait sérieux, des gospels. Les albums d'Elvis Presley ou d'Aretha Franklin sur les chants de Noël sont des chants, quand bien même on n'est pas croyant, extrêmement émouvants et dont les textes sont vraiment des textes absolument religieux. Les chanteurs de rhythm and blues, on peut citer Otis Redding, Sam Cooke, Aretha Franklin, vont perpétuer cette tradition de chanter des chants de Noël comme ils l'ont fait dans leur enfance, dans les églises et dans les temples. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of... Et ils vont sortir des albums de Noël. Et ça devient un rite très américain, extrêmement américain. Et aujourd'hui, Mariah Carey s'en fait l'héritière. Donc en réalité, c'est une tradition chrétienne très ancienne qui a permis à Mariah Carey d'écouler des millions d'albums. En France, la magie des tubes de Noël, ce sont avant tout ces chants traditionnels, comme Mon beau sapin ou encore Vive le vent. Et parmi les nombreux chants traditionnels fredonnés chaque année à l'approche du 25 décembre, une mélodie bien particulière est aujourd'hui considérée comme le chant de Noël le plus populaire à travers le monde. La chanson de Noël la plus connue, c'est Douce nuit, qui est née en Autriche au début du 19e siècle et qui a été traduite dans 300 langues. Douce nuit, blanche nuit. Écrite en 1816 par Joseph Mohr, un prêtre catholique autrichien, Douce nuit est inscrite depuis 2011 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Véritable standard de Noël. La star Frank Sinatra elle-même en a fait l'un de ses tubes de Noël. So tender and mild,
La tradition chrétienne consistant autour de Noël, au moment des fêtes de Noël, à chanter, notamment à chanter des cantiques, on passait de maison en maison, hein, de famille en famille, eh bien c'est perpétué dans notre monde contemporain, actuel. Quelque part, ces hits, ces succès de disques doivent, eh bien, tirent leur origine, on pourrait dire, bien sûr, de la tradition des chants de Noël. Les tubes de Noël, comme les chants traditionnels, sont donc étroitement liés par une longue et belle histoire. Et ils ont en commun d'enchanter chaque année les fêtes de millions d'entre vous. Et parce que les plus grandes stars de la musique ont chanté et continuent encore de chanter Noël, dernièrement, c'est la chanteuse Cher qui, après 50 ans de carrière, a décidé de relever pour la première fois le pari de vous faire danser lors du réveillon. Les fêtes de Noël sont-elles célébrées partout de la même manière? Vous allez découvrir que du Japon en Angleterre, sans oublier l'Australie, Noël prend parfois des tournures insolites. En matière de fêtes de Noël, le Japon est sans doute l'un des endroits au monde où la tradition du réveillon est l'une des plus surprenantes. Vous allez découvrir comment un menu à base de poulet d'une célèbre chaîne de fast-food est devenu le plat incontournable du réveillon de Noël. Pour une grande majorité de Japonais, aujourd'hui, le 25 décembre, c'est KFC. C'est devenu une institution pour un grand nombre de Japonais ou de familles japonaises. On va au KFC. Les gens font la queue devant les restaurants et ils sont même obligés de réserver plusieurs mois à l'avance pour être sûrs de pouvoir fêter Noël avec leurs enfants le 25 décembre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au Japon, KFC fait 20% de ses ventes sur la période de Noël. Le menu imaginé par KFC, c'est 8 morceaux de poulet dans un seau, de la salade, un vin mousseux et un fraisier japonais en dessert. Et le tout pour la modique somme de 4000 yens, soit 30 €. Comment expliquer qu'un menu de fast-food soit devenu en quelques années seulement un plat de réveillon incontournable pour des millions de familles japonaises? Cette histoire incroyable débute en 1974 à Nagoya, l'une des plus grandes villes du Japon. On a le patron d'un de ces restaurants KFC qui entend ses clients lui faire la remarque et un peu se plaindre du fait qu'à l'approche de Noël, ses clients qui sont majoritairement ou même quasi exclusivement des Américains lui disent on ne trouve pas de dinde, on ne peut pas manger notre fameuse dinde de Noël. Et lui, vu que son fonds de commerce, c'est peut-être pas la dinde, mais c'est le poulet, il lui vient une petite idée. Il va créer un menu de Noël avec du poulet frit et son idée va très bien marcher localement. Du coup, KFC va avoir l'idée d'essayer de la diffuser dans le Japon. Un des ingrédients du succès, c'est un vrai ingrédient au sens culinaire du terme. La caractéristique du KFC, c'est ce poulet pané. Et bien justement, il se trouve qu'au Japon, il y a une panure qui s'appelle le panko et qui va être utilisée à la place de la panure classique. Et c'est un petit peu ça qui va servir à paner le poulet et à donner cette impression aux Japonais que finalement, c'est un plat qui fait un peu partie de leur gastronomie, de leur culture. La chaîne de restauration n'a pas seulement inventé le menu du réveillon au Japon. Grâce à la publicité, elle a inventé Noël, une fête qui n'existait pas au pays du soleil levant. Au Japon, il y a moins de 1% de chrétiens. Du coup, le 24 et le 25 décembre, il se passe rien. Et donc KFC a rempli un vide. Ils ont réussi à dire aux gens, voici ce que vous devez faire le 24. La campagne de pub imaginée par KFC en 1974 au Japon, ça dit un véritable buzz. Le Financial Times dit carrément que c'est une des meilleures idées marketing de tous les temps. Le grand public comme ça a pensé que c'était une fête typiquement américaine, quoi. C'est un truc que les Américains font.
C'est qui? Santa Claus. Très bien. On s'offre des cadeaux. Parfait. Faisons-le. On met des chapeaux pointus rouges. On se déguise en mère et en Père Noël. Et puis on va dans un fast-food parce que c'est le mode de vie américain. Ce qui est drôle, c'est que la musique utilisée par KFC pour créer le buzz, c'est pas du tout une musique liée à Noël, mais les Japonais, eux, croient que c'est une musique de Noël. Merry Christmas! Et donc aujourd'hui, 50 ans après la géniale idée marketing, on a chaque année 4 millions de familles japonaises qui emmènent leur enfant pour réveillonner le 25 chez KFC. En matière de réveillons insolites, le Noël de la famille royale d'Angleterre a lui aussi de quoi surprendre. Le repas est identique chaque année et, plus étonnant, le carton du menu posé sur la table est entièrement écrit en français. C'est une tradition dans la famille royale d'Angleterre. À chaque fois qu'il y a un événement important et qu'il y a un repas, le menu est écrit en français. Il faut savoir que la famille royale anglaise a des origines françaises. En 1066, un duc de France, Guillaume, duc de Normandie, envahit l'Angleterre en 1066 et conquiert l'Angleterre. Et ces nouveaux arrivants, eh bien évidemment, ils ont une langue. Une langue qui est un ancêtre de notre française. Alors, le menu du réveillon en Angleterre, en français s'il vous plaît dans le texte, c'est une survivance, c'est une tradition. Et puis, écoutez, cocorico, la France c'est le pays de la gastronomie, du bon goût, de l'élégance. Ça fait bien de mettre un menu en français. Alors, on a vu William dernièrement dire qu'il ne comprenait pas très bien le français, mais en tout cas, il le lit chaque année sur son menu. Mais bon, il n'est pas perdu puisque le menu est le même chaque année. On y mange en entrée des crevettes et du homard, bon, très bien. Mais tout de suite, on retrouve le goût britannique des saucisses roulées au bacon, de la dinde, évidemment, accompagnée de légumes, et puis ce dessert. Donc, personnellement, je pense que pour l'apprécier, il faut être né quelque part entre Londres et Édimbourg. Le Christmas pudding, dont on commence la préparation des semaines à l'avance. Charles a bien sûr perpétué la tradition, il conserve la base du repas, donc c'est-à-dire cette entrée, ce plat, ce dessert, mais il a fait récemment un gros changement qui a fait beaucoup de bruit en France notamment, c'est qu'il a interdit le foie gras dans toutes les résidences royales. Pourquoi il l'a fait? Parce que Charles, pour lui, le foie gras, c'est la maltraitance animale, donc il n'en veut plus du tout dans les résidences royales et il n'y en a plus au menu du Noël de la famille royale. Autre rituel surprenant lors du réveillon. La reine Elisabeth II demandait aux membres de la famille royale de se peser avant de passer à table. On devait arriver, on se mettait sur une balance qui datait mais de Édouard VII je crois, donc vraiment quelque chose de très ancien. Les convives arrivaient, se pesaient sur cette balance, on notait le poids, ensuite se passaient les repas de Noël, il faut savoir qu'il y en a plusieurs, et à la fin du séjour, on revient se peser sur la balance, et si on a pris du poids, eh bien c'est pas grave, au contraire, ça fait beaucoup plaisir à la reine, puisque ça veut dire que le repas était bon et qu'ils se sont régalés. On ne sait pas si Charles a décidé de perpétuer ça, mais peut-être bien, puisqu'on a eu la liste un petit peu des choses qui ont disparu, et ça n'était pas dans la liste. Donc on peut peut-être imaginer que chez certaines familles, évidemment, ça peut choquer, puisqu'on parle pas de poids, ça plombe l'ambiance, mais dans la famille royale, c'est quelque chose qui perdure, donc peut-être qu'il fait rire, et c'est sans doute quelque chose qu'il a laissé au menu. À plusieurs milliers de kilomètres du royaume britannique, en Australie, la date du 25 décembre se situe en plein cœur de l'été. Alors forcément, du côté de l'hémisphère sud, la tournée du Père Noël, tout comme le réveillon, sont très différents de ce que nous connaissons. Le 25 décembre en Australie, il fait 30 degrés. Donc je vous fais pas un dessin, il n'y a pas de neige. Et donc les Australiens ont adapté la tradition à leur culture. Le Père Noël ne vient pas en traîneau, mais en surf. C'est ainsi que chaque année, sur les célèbres plages de Sydney, les enfants assistent incrédules à l'arrivée surprise du Père Noël, aidé de sa bande de lutins, pour la distribution de cadeaux. Quant au sacro-saint repas du réveillon, oubliez totalement la dinde au marron servie à table au coin du feu. En Australie, c'est sur la plage que la fête de Noël se déroule.
Alors eux, ils n'ont pas de réveillon, c'est très différent de ce que nous pratiquons en Europe. Ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils font en fait un barbecue le 25 décembre, et c'est pas vraiment avec les enfants, c'est plutôt entre amis, et le menu est également différent du nôtre. Eux, ils mangent de la viande, des langoustes, des fruits de mer. Leur dessert est différent. La bûche, c'est un ingrédient incontournable pour nous, mais il n'y a pas de bûche de Noël en Australie. Pour eux, le menu, c'est soit un Christmas pudding, qui est le dessert traditionnel en Angleterre, ou le pavlova, qui est un dessert de meringue avec des fruits. Les Australiens ont aussi une tradition intéressante. Contrairement à nous, on est en famille le soir du 24 décembre. Eux, ils assistent à des concerts dans toute l'Australie, des concerts en live, avec parfois des chœurs géants. Et donc, il y a des millions de personnes qui assistent à des concerts le soir du 24 décembre en Australie. Des chaudes plages australiennes en passant par le Japon ou encore l'Angleterre, quelle que soit la manière dont chacun fête Noël, seule certitude, le Père Noël vêtu d'un maillot de bain ou emmitouflé dans son beau manteau rouge sera toujours au rendez-vous pour faire rêver les enfants. Il est temps de refermer le livre de la belle histoire de Noël. Désormais, la magie de ces traditions féeriques n'a plus aucun secret pour vous. Joyeux Noël et à l'année prochaine.